Je vais vous parler des enjeux et des défis de l'entreprise numérique qui ont été identifiés dans une publication de 2015 qui a été rédigée par le SIGREF. Et donc le SIGREF, d'où est-ce que je parle? J'en suis délégué général. C'est l'association des grandes entreprises françaises qui les accompagne, grandes entreprises et grandes administrations publiques françaises qui les accompagnent dans toutes leurs réflexions sur leur transformation numérique. Et en 2015, dans ce livre « Enjeux et défis de l'entreprise numérique », il y avait deux enjeux majeurs qui avaient été identifiés. C'est repenser l'organisation de l'entreprise pour favoriser l'innovation, pour mieux innover. Et deuxièmement, c'était multiplier les partenariats parce que seul, on ne peut plus rien. Alors, l'open innovation, ce n'est pas un effet de mode. Les grandes entreprises françaises se sont engagées dans ce mouvement, non pas pour répondre à une doxa qui pourrait être celle des réseaux sociaux, mais bien parce qu'elles en ont besoin. C'est une absolue nécessité pour elles. C'est même une question vitale. Et donc l'open innovation, derrière, doit permettre de déterminer des nouveaux modèles de coopération qui soient adaptés aux besoins des entreprises. Les grandes entreprises ne vont pas faire de l'open innovation pour faire plaisir aux startups. C'est parce qu'elles en ont besoin. Et deuxièmement, pour assurer une cohérence avec les attentes de leurs écosystèmes d'innovation et de croissance. Je crois beaucoup à cette notion d'écosystème d'innovation et de croissance. Ils sont multiples. Ce sont les incubateurs, ce sont les pôles de compétitivité, ce sont les clusters, ce sont les regroupements d'entreprises. Tout ça, ce sont ces écosystèmes d'innovation et de croissance que la grande entreprise doit irriguer avec ses moyens, mais doit utiliser pour répondre à ses besoins. L'open innovation ou innovation collaborative, elle est désormais considérée comme le principal levier de croissance pour la plupart des entreprises. Ce n'est pas une idée en l'air, mais véritablement aujourd'hui, les grandes entreprises, notamment les grandes entreprises françaises que je représente, au nom desquelles je parle, sont inscrites dans ces mouvements parce qu'elles en ont besoin. Le SIGREF, dans un travail qu'il a mené au cours de l'année 2016-2017, et je reviendrai dessus en conclusion, qui a fait l'objet d'un rapport qui s'appelle « Open Innovation, une réponse aux challenges de l'entreprise », a identifié, dans le cadre de son groupe de travail qui a réuni une trentaine de grandes entreprises membres du SIGREF, plus de 70 collaborateurs, qui a permis de faire parler, s'exprimer des tandems. Les tandems, ce que j'appelle les tandems, c'est le DSI d'une grande entreprise et le patron d'une start-up. Et ils sont venus expliquer devant ce groupe de travail comment ils avaient pu travailler ensemble, quels avaient été les facteurs clés du succès de leur collaboration, quels étaient les freins qu'il avait fallu desserrer, quels avaient été les critères de choix de la collaboration. Tout ce travail a été mis en forme et nous avons identifié plusieurs facteurs clés pour assurer justement le succès de cette collaboration entre grandes entreprises et start-up. Quand je dis start-up, bien entendu, je pense également PME innovantes, je pense à toutes ces entreprises qui sont porteuses d'innovation, mais qui ont des tailles et un contexte qui est fondamentalement différent de celui de la grande entreprise. Premier facteur clé, c'est cadrer le projet sur un cas d'usage défini. Il ne s'agit pas d'aller choisir un projet parce qu'il est joli, parce qu'il fait bon effet dans une plaquette de présentation de l'entreprise et dire « nous avons collaboré avec telle start-up ». Ça ne marche jamais. Donc, premier critère, c'est cadrer le projet sur un cas d'usage défini. Le deuxième critère, qui est majeur, et qui est une des conditions clés du succès, c'est celui de désigner un sponsor engagé sur le projet. Et il faut que ce soit quelqu'un qui relève de la direction générale, qui appartiennent à la direction générale, que ce soit même le directeur général lui-même qui s'implique, sinon ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Troisièmement, on ne lance pas un POC avec une start-up en disant faites-nous le POC sur ce truc-là, puis on verra bien. Si derrière, la grande entreprise n'a pas identifié des ressources qui vont être directement impliquées dans le projet. Ressources, ça veut dire du financement, parce qu'un POC, ce n'est pas gratuit. Ceux qui pensent que parce qu'on est une grande entreprise, on peut se permettre d'appeler une start-up, tiens, venez me faire un POC, comme ça, et puis on verra bien si on travaille ensemble. C'est le meilleur moyen pour tuer les meilleures idées. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc,
on met de l'investissement, un POC, même si on ne va pas au-delà, ça se paye et ça a un coût. Ça a un coût en temps, ça a un coût en équipement, ça a un coût en intelligence. Et deuxièmement, des ressources pour s'impliquer dans la gouvernance. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, il est tout aussi majeur et on en a beaucoup parlé, je crois, au cours de ces ATDA, ce sont les enjeux de sécurité. Combien de POC, et nous en avons des retours d'expériences très nombreux, de collaboration, qui à un moment donné ont été stoppés. Mais votre truc, c'est pas du tout sécurisé. Ce sont des failles béantes que vous introduisez dans le système d'information de l'entreprise. On arrête. Perte de temps, perte d'intelligence, perte financière. Donc, dans tout POC, dans tout POC numérique, Security by Design, c'est le concept qui s'impose. Cinquième voie, c'est créer un environnement de développement agile au sein de l'entreprise. Et c'est très lié à la gouvernance et aux ressources qui vont être dédiées. Il faut former les managers de la grande entreprise à ces sujets de l'environnement agile. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place des boucles courtes de décision. J'y reviendrai parce que ce facteur du rapport au temps est absolument crucial dans la réussite des projets d'open innovation. Sixième point, encourager la prise de risque. Il y a une aversion au risque, notamment dans les grandes entreprises françaises. Je ne m'exprimerai pas pour les entreprises du continent africain, mais dans les entreprises françaises, il y a une aversion au risque qui fait partie de cette culture cartésienne où on ne va sur un projet que si le succès est assuré. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous le savons bien, nous le disons tous, tout le monde en est conscient, mais faire passer ça au niveau pratique, c'est extrêmement compliqué. Ça nécessite cette profonde modification de la culture de l'entreprise. Et c'est très lié à cette question du sponsoring. Un sponsor au meilleur niveau pour un projet permet cette prise de risque, encourage cette prise de risque. Plantez-vous, replantez-vous, et c'est comme ça que vous arriverez au succès. Doit être le mantra du projet agile dans la grande entreprise. Septième point, ça ne sert à rien de lancer un POC si derrière, on n'anticipe pas la phase d'implémentation. S'il n'y a pas un projet d'implémentation et de passage à l'échelle. C'est pour ça d'ailleurs que derrière l'élaboration de ce rapport, dont je vous reparlerai en conclusion, le CIGREF a lancé un groupe de travail qui va plancher cette année sur le thème, c'est Agile at Scale. Comment on fait passer à l'échelle de la grande entreprise, d'une entreprise de taille mondiale, un projet d'open innovation et de collaboration agile. Huitième point, il va falloir favoriser l'établissement du partenariat, non seulement au profit de la start-up, au profit de la PME innovante, par deux biais, celui de l'investissement, bien sûr, et j'en ai déjà parlé au niveau des ressources, mais également de l'expertise. Mettre à la disposition de la PME innovante ou de la start-up l'expertise qui est présente au sein de l'entreprise. Non pas en disant on va travailler ensemble, mais en positionnant cette expertise au sein de la start-up. Et c'est vachement enrichissant, aussi bien pour la start-up que pour la grande entreprise, parce que ça permet cette fusion des cultures. Enfin, et là c'est un peu un plaidoyer pro domo pour les DSI des grandes entreprises que je représente, il faut que la DSI soit impliquée, parce qu'il y a des POC qui sont lancés par des métiers, par d'autres directions, il faut que la DSI soit directement impliquée au départ du projet. Parce que le garant des attendus technologiques, c'est la DSI. Et si, au départ du projet, si ce n'est pas la DSI qui lance le projet, la DSI n'est pas impliquée, il y a de nombreux exemples, et en général, c'est comme pour la sécurité. À un moment donné, non mais dites donc votre truc là,
Ça fonctionne comment avec notre ERP? Ah ben, on n'y a pas pensé. Ça fonctionne comment avec notre SI critique? Ah ben, ce n'était pas prévu. Ben, vous voulez que ça fonctionne comment dans l'entreprise au passage à l'échelle? Ben, on ne sait pas. Vous allez peut-être nous arranger le problème. Ben non, on ne va pas l'arranger. Pas en tous les cas au stade où ça en est. Donc, l'implication de la DSI dès le départ du projet, le garant, le référent technologique, ça doit être la DSI. Voilà pour les quelques pistes qui ont été, en tous les cas les principales, qui ont été évaluées, qui ont été déterminées. Vous retrouverez tout ça, bien entendu, dans ce rapport hein, qui est bien développé. Maintenant, je voulais parler de 3 sujets qui sont absolument cruciaux pour réussir ces projets, qui sont des questions de culture hein, au sein de l'entreprise. Tout projet d'innovation collaborative nécessite de s'interroger sur la triple relation au temps, avec une différence fondamentale de la relation au temps entre une grande entreprise, entre une entreprise même de taille intermédiaire et une start-up. Les temps ne sont pas les mêmes. Et 6 mois pour une grande entreprise, ça paraît demain. Pour une start-up, c'est une éternité. Et elle a eu le temps de mourir 3 fois. Et donc ça, c'est fondamental. Et donc là, ça impose véritablement, d'une part, à la start-up de se dire « je ne vais pas m'engager dans un projet où je sens bien que derrière, la relation au temps ne sera pas, on ne pourra pas résoudre le hiatus. » Ce n'est pas la peine parce qu'elle va mourir, elle va en crever. Mais de la même manière, pour la grande entreprise, si elle n'a pas pris en compte cet effet du rapport au temps qui est fondamentalement différent, elle sait, elle doit savoir, ça doit être maintenant intégré dans le crâne des managers de ce type de projet, qu'elle va tuer la bonne idée que lui apporte la start-up. Deuxième chose, rapport à l'agilité. Hein, et j'en reviens sur ce sujet des ressources qui doivent être présentes en permanence, hein, mises à disposition. C'est pas vous lancez votre projet, quand votre POC sera prêt, on se reverra. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut des boucles courtes de décision et qui soient véritablement intégrées dans la gouvernance du projet. L'agilité. Et enfin, troisièmement, mais c'est un petit peu induit par ce que je vous dis, c'est le rapport à la confiance. Il n'y a pas de relation avec une start-up s'il ne s'établit pas, au départ, une relation de confiance. Un exemple, lancer un POC en se disant « ouais, on va lancer un POC, mais avant, on va établir une spécification technique de notre besoin complet pour que vous puissiez travailler avec nous. » C'est le meilleur moyen de planter un projet. Et puis, on va faire notre projet en mode collaboratif, d'innovation en mode collaboratif agile, mais on va le mener quand même comme un cycle en V parce que c'est ce qu'on sait faire. C'est le meilleur moyen pour ne jamais y arriver. Et il y a énormément d'exemples comme ça. Hein. Tous les échecs hein, viennent de ce genre de hiatus sur la compréhension de ce que doit être un projet en mode open innovation. Donc c'est finalement, j'espère que je vous en aurai convaincu, le facteur humain qui est l'élément clé de la réussite. Ça nécessite un changement d'état d'esprit dans la grande entreprise. Mais ça nécessite également une formation dans les startups sur la façon dont fonctionne une grande entreprise. Une startup qui ne s'est pas posé cette question-là, elle n'a pas fait son boulot. Elle veut travailler avec un grand groupe et elle a raison de vouloir le faire parce que c'est là où il y a des moyens, c'est là où elle peut arriver directement et rapidement à cette échelle, à l'échelle qu'elle souhaite. Mais il faut qu'elle apprenne systématiquement comment fonctionne une grande entreprise. Il devrait y avoir des écoles pour les start-upers pour leur apprendre comment fonctionne une grande entreprise, une grande administration. Deuxième chose, soutien sans faille de la direction générale. C'est vraiment également l'élément clé de réussite. Pas de soutien de la direction générale, pas de POC en mode agile avec passage à l'échelle. Donc c'est donc à une nouvelle culture dans l'entreprise qu'appelle ce rapport, qui est basé sur 2 thèmes, sur 2 mots, hein, et je vous demande de retenir ces 2 mots, parce que c'est vraiment la clé de la réussite, l'audace et la confiance. L'audace de mener dans la grande entreprise des projets en mode agile, en open innovation, hein, audace d'aller vers ces écosystèmes d'innovation et de croissance, mais également confiance dans les forces que la grande entreprise peut avoir dans sa capacité à mener ses projets. Et toutes les grandes entreprises sont capables de le faire. C'est juste une question de volonté hein, et de mise en adéquation de sa culture. Mais également confiance hein, dans la croissance, dans l'innovation que vont lui apporter ces écosystèmes de start-up.
s'il n'y a pas cette dualité d'audace et de confiance qui sont le carburant de tous ces projets, eh bien, ces projets n'aboutiront pas. Voilà, donc j'ai fait rapidement, je peux répondre peut-être à quelques questions, mais je vous renvoie à ce remarquable rapport que nous avons présenté le 25 septembre dernier au cours d'un colloque. Donc, vous pouvez aller sur le site du CIGREF, cigref.fr. Vous retrouverez sous l'intitulé de nos publications ce rapport. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'utiliser. Il est à vous, nous le mettons à la disposition de la communauté, au patrimoine mondial de l'humanité, pour en faire le meilleur, ce que nous espérons. Nous répondrons bien entendu à toutes vos questions, puisque nous continuons à travailler sur ces sujets-là, suivant les plusieurs directions, celle de l'agile at scale, celle de l'innovation en action, au cours duquel nous avons une forme d'observatoire qui permet de faire intervenir des startups accompagnées par des grands groupes. Toujours ce phénomène des tandems pour évaluer quels sont à chaque fois les facteurs clés de succès de la collaboration. Et puis, vous avez également, ce rapport a été présenté au cours d'un colloque qui s'est tenu donc le 25 septembre dans les locaux d'Orange Gardens, à Paris, à Châtillon, qui est vraiment un lieu emblématique de l'innovation des grandes entreprises françaises. Ce colloque, il y a toutes les vidéos qui sont en ligne. Ce sont des vidéos qui sont relativement courtes. Je vous encourage à aller les écouter. Il y a notamment une vidéo que j'aime particulièrement, c'est celle de mon président, que je vous recommande. Mais il y a également une vidéo de Luc Breton, qui est en charge de l'innovation chez Orange. Une vidéo... pardon www.sigref.fr. C-I-G-R-E-F, sigref.fr. Vous avez tout dessus. Et même, vous avez des dizaines de publications. Allez-y, c'est ainsi. Ah, mais les vidéos, elles sont sur le site et sur la page où l'on présente ce rapport. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de prendre quelques questions ? Une question. Voilà, il y a une question par rapport à tous les critères que vous avez mis en avant aujourd'hui par rapport à comment on peut développer une collaboration réussie entre grandes entreprises et éventuellement une start-up. Bien sûr, ça saute aux yeux, c'est évident que c'est important. Mais par contre, moi, il y a un problème que je soulève dans ma compréhension des choses et j'arrive pas à savoir comment peut-on concilier tous les critères que vous avez cités avec la prise de risque. Si vous pouvez un peu nous parler comment la prise de risque, elle consiste en quoi exactement, en tenant compte des critères que vous avez évoqués qui accompagnent toute création d'une idée de collaboration réussie. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais en tous les cas, ça sera ma réponse. La prise de risque, elle n'est pas orthogonale avec tous ces critères. C'est un critère parmi d'autres. Ça relève exclusivement, je crois, de 2 points. La culture de l'entreprise. Et ça, c'est directement induit par l'acceptation par la direction générale, du sponsoring d'un projet d'open innovation et de passage à l'échelle, avec l'acceptation de se planter. On accepte de se planter. Et après, tout le reste, c'est pas un problème, parce que je vous parle de la sécurité. On peut se planter sur ce sujet-là. On peut se planter sur l'anticipation de la phase d'implémentation. On peut se planter sur l'établissement du partenariat avec... On peut se planter à toutes les phases du projet et dans toutes les dimensions. Encore faut-il l'accepter. À mon sens, dans toute initiative, quand on veut lancer une idée innovante, peu importe le secteur d'activité, et encore, même pour les nouvelles technologies et l'économie numérique, je pense que même celui qui a une idée extraordinaire, pour aller, par exemple, la proposer à une entreprise qui est de plus grande taille et qui pourrait éventuellement l'accompagner dans le développement de cette idée, et il peut avoir cette appréhension de prise de risque.
Il va se dire, peut-être je vais m'investir dans la réflexion et peut-être que ça ne va pas marcher, que l'entreprise, la grande entreprise, ne va pas m'accompagner. Le risque, il est partagé. Attendez. De quoi parle-t-on là? C'est pas parce que quelqu'un a une idée géniale et qu'il va voir une entreprise et dit vous voulez m'accompagner, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça, je tenais compte de ce que vous avez Oui, dit. oui. Alors, je vais repréciser ce que je disais au début. Hein. Pardon si j'ai raté Oui, quelque non, chose. tout à fait. C'est qu'il n'y a pas de projet d'open innovation et de collaboration avec une start-up dans une grande entreprise si ça ne répond pas à un besoin identifié de l'entreprise. Sur le changement de son organisation, j'aurais peut-être dû le préciser, repréciser, peut-être mieux insister, sur, bien entendu, c'est sur son organisation, sur ses process, sur son business model, sur ses produits, sur ses services. Ça doit porter sur ces sujets-là. Et ça doit être porté par ce sponsoring de la direction générale, parce que je veux changer mon organisation, parce que je veux changer mon business model, parce que je veux changer un service que je délivre, parce que je veux changer un process interne, je sais qu'il faut que je change, il faut que je bouge, donc je vais chercher des idées innovantes. Oui, enfin, Ah, mais bien entendu, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait de l'open innovation? C'est parce que les process de R&D internes ne répondent plus de manière partielle ou totale aux besoins d'évolution de la grande entreprise. Mais parce que ces process-là sont aujourd'hui trop normés et pas agiles. Ben, c'est comme ça, c'est le constat. Ça ne veut pas dire qu'il faut balayer la R&D, ça veut dire qu'il faut compléter, qu'il faut irriguer, qu'il faut fertiliser la R&D interne avec des processus d'open innovation. Audace et confiance, et j'en aurai terminé par là. Merci.